Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine En pleine nature. En pleine nature, c'est votre magazine qui explore toutes les questions liées à l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature va vous parler de l'artificialisation du littoral, l'emprise sur les infrastructures et les activités pétrolières et gazières. Et tout au long de l'émission, nous allons nous entretenir avec le directeur du PRCM, Ahmed Senhouri, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ahmed Senhouri, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans une économie de plus en plus mondialisée, la compétitivité pour l'accès aux ressources et aux matières premières devient un enjeu écologique et géopolitique. Le pétrole, ressource incontournable, devient dès lors une ressource stratégique qui nécessite des infrastructures pour son exploitation. Et pour en parler, nous allons nous entretenir tout au long de l'émission avec M. Ahmed Senhouri. Donc, comme je vous le disais tantôt, M. Ahmed Senhouri, nous allons parler de l'artificialisation du littoral, de l'emprise sur les infrastructures et les activités pétrolières et gazières. On a constaté des pans entiers du littoral privatisés au détriment des populations. La construction des hôtels, des digues, des maisons, bref, aucun espace du littoral n'est épargné par ce péril écologique. Monsieur Ahmed Senhouri, qu'entendez-vous par artificialisation et quel est son impact sur le littoral? Oui, merci beaucoup. On entend par artificialisation la construction d'infrastructures sur la côte, le développement d'activités humaines qui sont perturbatrices de la dynamique du littoral, la création de nouvelles villes sur le littoral. Tout ça est possible évidemment, mais il peut aussi avoir un impact s'il n'est pas fait de manière précautionneuse, c'est-à-dire si les ouvrages sont construits d'une manière qui ne prend pas en considération les contraintes du milieu, si l'urbanisation est faite de manière arbitraire, sans aménagement préalable, et si les activités humaines ne tiennent pas compte aussi des limitations des ressources et de la nécessité de préserver l'environnement. Sachant que aussi ces explorations et la production même de ces pétroles et gaz se passent sur le littoral. Et dans ce littoral, il existe des espèces. Quelles sont les espèces menacées par rapport à cette exploitation? Oui, les espèces menacées sont nombreuses. Pratiquement toute la biodiversité marine et côtière peut être menacée en cas d'accident. Mais elle peut être aussi menacée en cas de pollution chronique, parce qu'il peut y avoir toujours des pollutions chroniques qui ne sont pas accidentelles. Il y a surtout les ressources halieutiques, le poisson, qui est quand même donc une espèce importante pour nos pays. Mais il y a aussi la mangrove, qui est un refuge important pour la pêche et qui a une importance aussi socio-économique pour nos pays. Il y a les herbiers marins, mais il y a aussi les cétacés, d'autres espèces comme les tortues marines, les oiseaux d'eau et autres espèces. Pratiquement toute la faune et la flore marine est menacée en cas d'accident. D'accord. On parle en termes de risques et de menaces par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz, mais j'espère que le pétrole n'a pas que seulement des inconvénients et des risques également. Existe-t-il des avantages par rapport à l'exploitation dans les zones côtières et marines? Oui, l'avantage principal, c'est qu'il apporte des ressources, des devises pour les États. Il faudra que ces devises et ces ressources soient utilisées d'une manière optimale, évidemment. Si elles ne le sont pas, l'avantage ne peut pas être considéré. Le pétrole amène aussi de la technologie, évidemment. S'il est développé de manière intégrée dans l'économie nationale, il peut apporter des emplois. Et il peut apporter une amélioration des conditions de vie.
mais à condition qu'il soit intégré dans l'économie nationale, qu'il ne soit pas exploité en mer et transporté depuis la mer vers l'acheteur. Et dans ce cas, les États ne reçoivent que des devises. Il peut avoir aussi des retombées positives dans la mesure où il développe les connaissances, parce que les études d'impact environnemental qui sont réalisées permettent de développer la science, la connaissance, donc sur la biodiversité, sur la faune marine. Il peut toujours avoir des effets positifs. Tout de suite, nous allons voir un élément qui va parler des infrastructures sur le littoral, mais l'emprise sur les activités et infrastructures pétrolières et gazières. Longtemps considéré comme un lieu de développement économique, en Afrique de l'Ouest, le littoral regorge d'énormes activités. L'espace côtier ouest-africain fait face donc à d'importantes mutations, donc qui sont en fait liées donc au développement que nous connaissons actuellement des infrastructures portuaires, industrielles, touristiques, gazières, pétrolières, hydro-agricoles, minières et de transport d'une manière générale. Et ce développement s'accompagne donc d'une pression sur les écosystèmes et en particulier sur des sites sensibles comme les sites de ponte de tortues, comme la mangrove, comme les herbiers marins d'une manière générale et également la biodiversité. Artificialisation parce que effectivement parfois pour lutter contre l'érosion côtière par exemple, on crée des structures qui ne sont pas naturelles, qui proviennent d'éléments étrangers et qui donc permettent de protéger le littoral. Mais pourquoi on a recours à cette artificialisation? C'est justement parce qu'il y a ce phénomène d'érosion. Une urbanisation qui contribue à la densification de l'espace bâti sur le secteur littoral. Pour ce qui concerne l'artificialisation du littoral, on pourra notamment, en termes de logistique pétrolière ou de production d'hydrocarbures et de sa distribution, citer principalement les différentes infrastructures qui sont notamment installées le long des côtes, principalement, en Afrique et bientôt au Sénégal. On a déjà quelques infrastructures qui existent, comme la raffinerie de Mbao. Le port, on peut citer aussi le port de Dakar avec le MOL 10 pour toutes les activités d'hydrocarbures. Mais avec le développement qui va arriver sur ces 3 prochaines années, on aura certainement entre Dakar, Kayar et Saint-Louis d'autres infrastructures qui seront installées. Et donc là, on pourra parler d'occupation ou d'artificialisation ou de construction d'infrastructures pétrolières le long du littoral. Les mutations accélérées de l'occupation de l'espace ne font qu'exacerber la pression causée par les effets anthropiques sur le long des côtes. Le fait d'avoir extrait pendant des décennies le sable de la plage a créé un recul naturel, pas naturel, je veux dire, un recul dû à l'homme, un recul de la ligne de rivage. Donc la mer avance sur la plage, mais encore une fois, ça c'est dû à la main de l'homme. De la même façon, le fait d'avoir construit des digues ou des infrastructures de façon anarchique sur le littoral a créé aussi des problèmes d'érosion. Là où on voulait protéger le littoral, très souvent, on l'a au contraire dégradé. Cette diffusion urbaine non contrôlée pèse également sur les écosystèmes fragilisés. Monsieur Ahmed Senhouri, on vient de voir un reportage également sur les infrastructures, l'emprise des activités pétrolières et gazières sur le littoral. Oui, bon, comme vous l'avez vu dans le reportage, l'artificialisation du littoral peut être très impactante si elle n'est pas contrôlée, si elle est arbitraire, si elle n'est pas réalisée après un aménagement qui permet de définir les vocations des zones et surtout si les constructions sont proches du littoral, du trait de côte. En général, dans les pays développés, on commence maintenant à retirer les infrastructures de la côte. On commence à acheter les infrastructures et les habitations qui étaient sur la côte, ce qu'on appelle le recul. Dans nos pays, malheureusement,
Ce n'est que depuis les indépendances qu'on a commencé à construire. Donc on a commencé à construire rapidement et ce n'est que tardivement qu'on a pris conscience des risques qui pèsent sur nos zones côtières, des risques d'érosion côtière, d'inondation marine liés aux infrastructures. Donc je pense que la côte, on doit le savoir, est très fragile, très vulnérable. Surtout les côtes sableuses. Elles doivent être aménagées d'une manière prudente. Vous venez de dire que les côtes sont fragiles, d'où l'importance de les préserver pour la survie de l'écosystème. Par rapport à ces menaces et ces risques, quels sont les enjeux de la cohabitation entre l'exploitation du pétrole et du gaz et les populations locales? Il faudra que l'exploitation du pétrole et du gaz ne vienne pas chasser les populations de leur terroir. Je m'explique. Par exemple, si on développe un milieu côtier, une infrastructure côtière, que ce soit pétrole, gaz ou autre, il faudra qu'elle vienne et donc qu'elle permet aux populations d'en bénéficier et qu'elle leur permet de continuer aussi leurs activités. Par exemple, si on veut occuper un espace par une plateforme pétrolière, on doit délimiter les contours, donc de manière à permettre la pêche aux pêcheurs qui pêchaient avant. Parce que si on veut avoir une infrastructure qui vient, un projet qui vient et qui va être construit aux dépens donc des activités des communautés, là on a un impact environnemental important. Si on amène une infrastructure qui va polluer par exemple le milieu et donc qui va être responsable de la raréfaction des ressources, là on impacte aussi les populations. Parce que ce sont leurs activités, c'est leur mode de vie qui sera affecté et je pense qu'on n'aura pas réussi une cohabitation. Donc toute cohabitation doit tenir compte des intérêts des communautés, des populations qui existaient et doit venir se développer en harmonie avec ce qui se faisait avant. Justement, en parlant de menaces et de risques, est-ce que les États sont conscients de l'insécurité écologique dans ces environnements marins et côtiers? Oui, je dirais que nos États sont conscients des enjeux et de l'importance de la biodiversité et des ressources naturelles dont ils disposent. Ils ont des services étatiques qui sont compétents, surtout dans la préservation des milieux côtiers. Il y a des aires marines protégées, il y a des espaces conservés, il y a des plans d'aménagement. Nous avons quand même dans nos pays des compétences et des services qui sont conscients des enjeux. Il faut noter également qu'en Afrique, il y a plusieurs pays qui mènent des opérations d'exploration pétrolière et gazière. Ce qui veut dire, je vous donne le cas du Sénégal. On en est aux phases d'exploration. Mais il y a aussi des contrats qui sont en train d'être signés par rapport à l'exploration également. Ce qui veut dire que toute l'Afrique est intéressée par le pétrole. Oui, ces derniers temps, il y a une ruée vers le pétrole. Évidemment, parce qu'il y a des découvertes qui donnent des indicateurs qu'il existe d'autres ressources, d'autres réservoirs. Et donc, parce que aussi la technologie s'est développée. Avant, on n'arrivait pas à faire des explorations dans des profondeurs importantes. Maintenant, avec la technologie, on arrive à faire des explorations dans des profondeurs importantes et avec aussi des technologies qui permettent de découvrir des opportunités qu'on ne pouvait pas découvrir avant. Et justement, en parlant de technologie, nous allons lancer le reportage sur les technologies utilisées pour l'exploration et la production du pétrole, les menaces et les risques qui s'y trouvent. En Afrique de l'Ouest, une grande partie du littoral de nombreux pays a été artificialisée, soit par le réseau routier littoral, les aménagements portuaires ou les plateformes pour l'exploitation du pétrole. On pourra notamment, en termes de logistique pétrolière ou de production d'hydrocarbures et de sa distribution, citer principalement les différentes infrastructures qui sont notamment installées le long des côtes
principalement. Au Sénégal, depuis 2014, les découvertes de pétrole de classe mondiale ont été faites au nord de la péninsule de Dakar. Depuis 2014, on se rend compte que quand même le Sénégal est entré dans la cour des grands, si je puis dire, par rapport au marché mondial du pétrole, puisqu'il y a eu une découverte d'un potentiel quand même d'hydrocarbures assez important, à peu près 700 milliards de mètres cubes de gaz, ce sont des prévisions, et puis également 473 millions de barils approximativement. Donc il y a un intérêt majeur pour le Sénégal. Une découverte qui nécessite des infrastructures de pointe pour l'exploitation de ces gisements. Ces opérateurs ont mis en place, sont en train de mettre en place ou vont mettre en place des infrastructures effectivement. Et pour le cas de Cosmos BP, on va dire maintenant BP puisque c'est BP qui va exploiter, on a un projet très particulier, très spécifique au niveau du Sénégal, certainement une première, hein, puisque c'est un projet donc, qui va extraire du gaz au-delà du plateau continental, à de grandes profondeurs. On est à 2700 mètres de profondeur d'eau et plus d'1 kilomètre de profondeur de sol. Donc au total, ça fait à peu près 4 kilomètres depuis la surface de l'eau jusqu'à la zone d'extraction, hein, le gisement. Donc il va y avoir des puits, des pipelines qui vont rejoindre ensuite une zone d'accumulation de ce gaz qui va approvisionner des navires, un navire en tout cas de liquéfaction sur lequel va se faire la transformation du gaz en gaz liquide. Et pour que cette liquéfaction du gaz puisse se faire, BP va construire un brise-lames à 10 km au large des côtes de Saint-Louis. De plus en plus, l'environnement marin et côtier est menacé par la pollution industrielle qui se manifeste avec acuité sur l'état des différents écosystèmes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce reportage sur les technologies utilisées pour l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières? Oui, je dirais que les technologies utilisées peuvent être mises en œuvre de manière à réduire l'impact de l'environnement. Quel est cet impact? L'impact des activités pétrolières sur l'environnement varie de l'étape du projet pétrolier. Au niveau de la sismique, l'impact peut surtout s'avérer dangereux pour les cétacés, pour les larves de poissons, pour les zones humides, parce qu'il y a des explosions sonores importantes qui sont comparées à des mini-tremblements de terre. Et comme les explosions sismiques qui détruisent effectivement les mammifères, systèmes auditoires des mammifères, et donc, mais qui sont aussi cause de la mortalité des larves et de beaucoup d'espèces. Au niveau des forages, l'impact se traduit essentiellement par la toxicité du milieu liée aux déchets et aux déblais qui sont extraits lors du forage. Parce qu'on essaie de faire un forage généralement avec des lubrifiants et avec des produits chimiques dangereux, nocifs. Donc évidemment, on peut toujours avoir des solutions. On peut avoir des lubrifiants qui sont à base d'eau, qui n'ont pas d'impact. Mais en général, ils ne sont pas aussi efficaces que les lubrifiants nocifs. C'est pourquoi les multinationales préfèrent utiliser donc les lubrifiants nocifs. Au niveau de l'exploitation, les risques sont de deux ordres. On peut avoir des pollutions chroniques, mais aussi on peut avoir des pollutions accidentelles, parce qu'on est en train de manipuler des engins. On peut avoir des accidents entre les engins, entre les bateaux. À l'étape suivante, c'est le transfert et le transport du pétrole. Lors du transfert du pétrole de la plateforme vers un bateau, on peut toujours avoir un accident. Il y a également des fuites de pétrole des fois. Oui, les fuites, oui, il y a toujours des fuites. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la pollution chronique, des fuites, mais il faut les limiter.
il y a des normes et des standards qui sont acceptables. Mais il y a des fuites qui sont des accidents parfois légers, des accidents qu'on arrive à contrôler rapidement. Ce qu'on espère, c'est de ne pas avoir un accident qu'on ne peut pas contrôler. Et Dieu sait que ça peut arriver. Ça s'est arrivé aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas réussi à contrôler l'accident pendant quelques semaines. Donc le pétrole, c'est quelque chose de très important, mais en même temps de très dangereux. Donc il faut une synergie d'action, également une étude d'impact sur l'environnement pour la préservation de l'écosystème par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Et ça aussi, nous allons essayer de voir aussi un élément également qui va nous parler des mesures prises pour lutter contre ces menaces et ces risques de l'exploitation du pétrole sur l'environnement marin et côtier. Au-delà des passions suscitées par cette question du pétrole, il est particulièrement important de se projeter sur les conséquences aussi réjouissantes que dangereuses qui peuvent en résulter. Le risque zéro, ça n'existe pas. Donc il y a toujours la possibilité qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des accidents. Il peut très bien y avoir, on ne le souhaite pas, mais le navire de liquéfaction, pour une raison ou pour une autre, un appareil à pression mal réglé ou je ne sais pas quoi, il peut y avoir une explosion. Et là, c'est dramatique. Il peut y avoir des fuites de gaz. Il peut y avoir, après, plus tard, s'il y en a des fuites de pétrole, il peut y avoir des accidents entre les tankers qui vont venir s'approvisionner. Normalement, tout ça, c'est bien réglé. Mais on ne sait jamais. Un accident, c'est justement la chose à laquelle on ne s'attend pas. Donc, il faut essayer d'anticiper au maximum. Dès lors, on s'interroge sur les perceptions des risques côtiers. Cette image que transmet l'exploitation des hydrocarbures est quelquefois galvaudée. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a une catastrophe majeure, les conséquences sont inimaginables. Et pour ça, on a le tournant de 2010 avec l'accident qui est survenu dans le golfe du Mexique. On était pourtant à 400 km des côtes américaines. Mais ce fameux puits-là, avec comment dirais-je, ce fameux rig de forage qui s'appelait Deepwater Horizon, donc de la compagnie Transocéan, qui est une des majors en termes de mise à disposition de rigs de forage, et opéré par la British Petroleum, c'est BP. Cette fameuse catastrophe a généré 780 000 tonnes de pétrole brut. La pêche est l'un des secteurs les plus menacés par l'exploitation pétrolière et gazière. On pense alors que la mise en œuvre d'un certain nombre de stratégies en termes de développement d'outils de gestion à travers le renforcement des capacités des parties prenantes, la mise en œuvre d'outils juridiques efficaces, efficients, et le plaidoyer pourrait éventuellement contribuer à réduire l'impact de ces infrastructures-là sur ces écosystèmes. Monsieur Ahmed Senhouri, nous venons de suivre cet élément sur les mesures prises pour préserver l'environnement par rapport aux exploitations pétrolières et gazières. Sachant que les océans sont un outil de régulation du climat et de production aussi des ressources, existe-t-il des lois pour la préservation de ces écosystèmes? Oui, il y a souvent des lois qui portent sur l'océan. Dans certains pays, il y a des codes de pollution, il y a des lois littorales, il y a des lois sur la marine marchande, mais il ne suffit pas d'avoir des lois. Il faut avoir des décrets d'application, il faut que ces lois soient applicables. Et c'est à travers des décrets d'application qu'on peut les appliquer. Il faut surtout avoir la volonté de les appliquer et de suivre ce que la loi dicte. Donc la loi, c'est une bonne chose, une première étape, mais elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir l'appliquer. D'accord. Selon vous, quelles sont les mesures de gestion appropriées pour réduire l'impact des infrastructures? Oui, pour s'assurer que les infrastructures n'auraient pas des impacts négatifs sur l'environnement, il faut commencer par un aménagement du littoral. Chaque pays devra avoir un plan d'aménagement du littoral
qui détermine les vocations de chaque zone, là où on peut implanter une infrastructure, là où on ne peut pas le faire, là où on doit préserver la biodiversité, là où on doit développer des villes urbaines, des villes et des agglomérations urbaines. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire adéquat qui gère les activités humaines et les infrastructures en milieu côtier. La troisième chose, c'est de renforcer les capacités, à la fois humaines, mais aussi matérielles, des institutions en charge du contrôle de l'environnement, du suivi de l'environnement. La quatrième chose, c'est mettre en place un cadre aussi de suivi de l'état de l'environnement, comme je l'ai dit tantôt, qui permet donc d'accompagner le développement des infrastructures, d'orienter et de redresser des projets qui ont été développés et qui ont eu au cours du développement probablement des impacts sur l'environnement. Quelle est la mission, le rôle joué par la PRCM dans cette artificialisation du littoral par rapport à la préservation des écosystèmes? Le PRCM est une coalition d'acteurs, ici de 7 pays de l'espace Afrique de l'Ouest, qui a comme objectif la préservation des ressources naturelles du littoral et qui travaille et qui accompagne et qui appuie ses membres pour la conservation du littoral ouest-africain. Nous comptons mettre en place un panel d'experts qui sera disponible pour aider les acteurs qui le souhaitent et leur donner les conseils et avis nécessaires, notamment dans la lecture des évaluations environnementales et des études d'impact, dans la fourniture de conseils et d'avis techniques et scientifiques. Monsieur Ahmed Senhouri, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission En pleine nature.